L'or bleu suspendu au-dessus de la tête. 1969, scénario catastrophe. Et si le barrage de la Grande Lixence cédait? Une vague de 300 mètres déferlerait dans la vallée. Elle aurait encore une hauteur de 40 mètres en atténuation 13 minutes plus tard, et 1 mètre à Martigny, 2 heures après. Le rapprochement avec ce qui s'est passé au Mauvoisin le 16 juin 1818 vient tout de suite à l'esprit, un peu grâce, il faut le dire, à la dernière publication de la Société d'Histoire, Gietro, 1818. Cette débâcle de 1818 se place dans une suite de catastrophes qui ont nourri les peurs, même si les gens n'ont plus alors une connaissance précise des événements antérieurs, comme la débâcle du 5 juin 1595 qui aurait fait près de 150 morts à Martigny. En privilégiant les sources historiques classiques, les historiens ont quelque peu négligé la tradition orale qui a certainement alimenté ces craintes. Ainsi, pour la chapelle du bourg de Martigny, la présence d'inscriptions relatives au débâcle sont attestées au XXe siècle encore. Et Léonard Janada se souvient bien que sa mère lui montrait l'indication de la hauteur de l'eau sur le mur de la chapelle. Dès lors, on peut se poser la question de la permanence de cette peur spécifique. Autrement dit, y a-t-il une continuité entre la peur alimentée par les débâcles en vallée et celle qu'a pu provoquer la construction des barrages, cet or bleu suspendu au-dessus de nos têtes? Retour au XIXe siècle. Les glaciers sont en crue. Lors de la catastrophe du Gietro, consciemment ou inconsciemment, les souvenirs des anciennes débâcles sont là. Aussi, dès que l'on s'aperçoit que le flot de la rivière de la Drance baisse, les gens s'affolent. Et Vénetz, passant pour aller justement travailler au Gietro, notera que le 9 mai déjà, les gens commencent à démeubler les maisons. Le 16 juin 1818, une immense débâcle emporte tout sur son passage, du Mauvoisin à Martigny. Puis, grâce à Ignace Vénetz, soutenu par Philippe Morand, des travaux qui font l'admiration au-delà des frontières sont poursuivis pendant plus de 60 ans pour scier le glacier et le faire fondre. Plus tard, le danger vient de plus haut avec les débâcles de 1894 et 1898, issus du lac formé à la rencontre des glaciers d'Otema et de Crête Sèche. À Matmark, régulièrement, la langue glaciaire obstrue la rivière et provoque des inondations dans la vallée de Saas et de Viège. À Aletsch, c'est encore plus spectaculaire. L'eau de fonte, arrêtée par l'énorme langue glaciaire, qui a plusieurs dizaines de mètres au-dessus des montagnes, forme un lac sur le flanc du glacier. À la saison chaude, la masse d'eau s'ouvre un passage à travers le mur de glace et se précipite sur Natters où elle fait déborder le Rhône. On utilise alors un moyen préventif assez ingénieux. Un gamin se précipite en bas de la montagne pour avertir la population. Prix de la course, une paire de chaussures. À la fin des années 1820, Ignace Vénetz, toujours lui, fait creuser un canal profond pour évacuer le lac dans la vallée voisine de Fiche. L'idée sera reprise par un tunnel à la fin du XIXe siècle. Paradoxalement, il semble que ces catastrophes n'ont pas d'incidence sur la construction des premiers barrages. Pourtant, les ingénieurs, Alexandre Sarrazin en tête, font preuve d'une audace certaine. Ainsi, au Marécotte, la construction du bassin de compensation ne semble pas effrayer les foules. Il y aurait cependant pourtant de quoi. Les journaux sont plutôt enthousiastes. Ils soulignent la hardiesse du projet. Ils rendent compte des essais effectués sur place qui ont tous été concluants, en présence des représentants des entreprises Ortelli, Janada, Simonetta.
Il félicite les constructeurs. Quelques années plus tard, la construction de la Dixence ne pose pas non plus une question de sécurité. Il s'agit pourtant d'un ouvrage à gravité évidée, comme on le voit sur cette image. On observe les trous au milieu du barrage. Le projet est développé en collaboration avec l'École polytechnique de Lausanne, qui forme une cohorte d'ingénieurs aux idées très avancées sur la question. Est-ce le fait d'avoir couvert les deux faces de parements en pierre de taille pour protéger le béton qui a un effet rassurant? Toujours est-il que personne ne met en cause la solidité de l'ouvrage. Il en va tout autrement au début de la grande épopée des barrages. C'est qu'entre-temps, il y a eu la guerre et un épisode dramatique en Allemagne, la destruction de 2 retenues d'eau sur la Ruhr qui a marqué les esprits. Une escadrille anglaise réussit à faire sauter les barrages d'Eder et de Möhne, donc dans la Ruhr. Comme les mesures de défense sont éprouvées, les barrages sont pleins et la population n'est pas informée. Résultat, plus de 2000 morts, dont la moitié est constituée de prisonniers alliés internés au pied des ouvrages. Et puis, le 6 et le 9 août 1945, les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki montrent l'ampleur du génie destructeur de l'homme. Aussi, lorsque EOS construit le barrage évidé de Cleuson, l'inquiétude est palpable. Des recours sont déposés qui peuvent s'appuyer sur les experts de la Confédération et surtout sur les tenants du poli de Zurich, grand défenseur des barrages poids. S'appuyant sur l'épule de Lausanne, EOS persiste dans son idée d'un barrage plus léger, moins coûteux. La presse s'agite. Le Confédéré titre « Le barrage de Cleuson met-il en danger notre sécurité ?» Finalement, la cause ira jusqu'au tribunal fédéral qui décide, après une année d'interruption de travaux, que le Conseil fédéral a le droit d'imposer des normes techniques. Un compromis est trouvé en 1949. L'entreprise doit combler un évidement sur 2. Ce qu'on voit bien sur cette image. Alors que le Valais accueille des projets de grande importance, avec la Grande Dixence, Mauvoisin, Matmark et Mosson plus tard, des catastrophes dans les régions voisines remettent les esprits en éveil. Rappelez-vous de l'impact de la rupture du barrage de Malpasset qui dévaste Fréjus en 1959, 423 morts. Et le drame encore plus important du barrage de Vajon qui détruit Longarone et les villages environnants, faisant près de 2000 morts. Ces catastrophes ne sont sans doute pas étrangères à la mise en place des systèmes d'avertissement et de plans d'évacuation. De ce fait, dans les chaumières valaisannes, on argumente davantage avec les drames récents qu'avec les événements qui ont endeuillé le canton autrefois. De toute manière, nous sommes loin de la poétique d'Eugène Rambert qui résume en une phrase le destin d'une goutte d'eau. Telle goutte d'eau tombée dans le voisinage du sommet à l'état de paillettes de neige ne reviendra goutte d'eau mobile qu'après avoir passé par toutes les transformations possibles entre la neige et la glace compacte, et cheminer avec une lenteur dont la nature offre peu d'exemples, du haut de la montagne jusqu'à l'extrémité du glacier. Dans la réalité, toujours les gouttes d'eau en troupes innombrables réalisent leur destin qui est de s'écouler dans la vallée. Parfois, comme nous l'avons vu encore récemment, elles dévalent avec fureur et fracas. Cela ne nous empêche pas de poser de manière multiple le rôle de l'eau dans l'histoire du Valais, à l'exemple d'Ignace Marietton qui publie en 1948 Les bis, la lutte pour l'eau en Valais, qui peuvent aussi, d'une certaine manière, illustrer un autre type de peur. Et en 1953, le Rhône, la lutte contre l'eau en Valais. D'un côté, une source de vie pour les coteaux brûlés par le soleil, de l'autre, un élément qui fait peur, qu'il faut dompter. Vous le voyez, en histoire, on n'est jamais très loin de la réalité du présent, mais aussi d'un futur à esquisser. Merci de votre attention.